Dans cet épisode de Mythbusters, On dirait qu'il y a eu un meurtre. Adam et Jamie s'attaquent aux deux énigmes venues du froid. Va te laver. Tout d'abord, ils vont tester leurs limites en voyant si un éternuement peut vraiment atteindre 160 km/h Ouah, c'est répugnant. et une distance de 9 mètres. Oh, ça vient. Puis, ils tâcheront de savoir si une goutte au nez de quelqu'un C'est marrant. peut vous atteindre. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant Il y a une grosse entaille, mais pas de décapitation. mettent leur tête en jeu Bon sang de bonsoir, mate un peu la tornade. pour savoir si une tornade peut transformer une vitre en guillotine. Attention, c'est parti, à 3, 2, 1, tornade! Tornade! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage, Les explosifs sont des créatures amusantes. et Jamie Heineman. C'est ça ton problème. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Armé pour le boulot. Tori Bellucci On ne dispose que d'un seul essai. et Grant Imahara. Quel résultat formidable! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. D'après toi, est-ce qu'on sera un jour à court de mythes? Certainement pas. On trouve encore plein d'idées super à partir des sources les plus ordinaires. Comme quoi? Le rhume, et plus particulièrement l'éternuement, qui est censé répandre nos microbes à plus de 150 km/h et sur 9 mètres de distance. Je pense que ces deux mythes méritent d'être étudiés. Et l'éternuement n'est pas le seul problème. Si tu as un rhume, tu te touches le visage, puis tu touches autre chose, et en un rien de temps, il y a des microbes partout. Ce qui signifierait qu'on peut être contaminé par quelqu'un sans avoir de contact physique avec cette personne. Testons donc les mythes du rhume. D'accord. D'abord, la physique appliquée à l'éternuement. La morve peut-elle vraiment être propulsée à une vitesse de 160 km/h et répandre la maladie à une distance de plus de 9 mètres? La première chose à faire, c'est de trouver un moyen de créer des sécrétions nasales que nous pourrons localiser. C'est très simple. L'éternuement étant censé se produire à 160 km/h, testons-le à l'aide d'une caméra à grande vitesse et de quelques petits calculs. Et pour la distance? La distance sera un peu plus difficile à vérifier, car on va devoir suivre à la trace de minuscules gouttelettes dégueu de liquide supposé parcourir 9 mètres. J'ai mon idée sur le sujet. Toi, occupe-toi de provoquer les éternuements, moi je m'occupe de les mesurer. Ça me va, allons-y. Depuis des décennies, les avertissements publics mettent en garde contre la puissance des éternuements. Mais ces statistiques incroyables sont-elles vraies? Pour le découvrir, les garçons vont d'abord enregistrer la vitesse d'un éternuement sur une caméra grande vitesse, puis en mesurer la distance. Pour cela, Adam crée une échelle d'éternuement. Tiens, regarde ça. Waouh, c'est le plus grand gabarit et le plus cool qu'on ait jamais fait. Ouais, 30 pieds, 9 mètres. C'est la distance qu'un éternuement est supposé atteindre. Je pense que ça devrait faire mouche. Et pour ce qui est de moucher, Adam a ce qu'il faut. Comment va-t-on éternuer? Si vous vous souvenez bien, le mythe de l'éternuement avec les yeux ouverts nous avait posé de gros problèmes, mais nous avions fini par trouver la méthode infaillible pour éternuer. Le tabac à priser. Le tabac à priser va chatouiller la muqueuse à l'arrière du nez de Adam, ce qui va provoquer une explosion d'air convulsive et semi-autonome, un air qui passera des poumons au nez et à la bouche, autrement dit, un éternuement. Bien. Un petit sniff pour la science. Et voilà. Il y en a un autre. Pour la forme. Wouh. C'est répugnant. Oui, répugnant et immortalisé grâce à une incroyable caméra grande vitesse filmant à 3000 images par seconde. Et ce tabac se consomme par inhalation? Oui, je comprends pas ceux qui le font par plaisir. Voyons à quelle vitesse tu as éternué. D'accord. Grâce au nombre d'images nécessaires à un postillon pour parcourir un pied, soit 30 cm, les garçons calculent la vitesse de l'éternuement de Adam. Waouh, en marche arrière, c'est encore plus dégoûtant.
Ok. 15 mètres par seconde, ça fait 54 km/h. La vitesse n'est pas de 160. Oui, on en est même loin. Je vais tenter le coup. D'accord. Regardez bien sa moustache. Avec 54 km/h, nous sommes loin de la vitesse suggérée par le mythe. Jamie entre donc en scène. Encore une fois, le tabac à priser se révèle être efficace, mais l'éternuement de Jamie sera-t-il plus rapide? 62 km/h. On est toujours loin des 160, hein? Oui. Tu m'as battu dans le registre de la vitesse, mais on reste très éloigné du mythe. Apparemment, j'éternue à 54 km/h et Jamie 62 km/h. Nous sommes loin des 160 km/h, ce qui signifie que ce mythe est vraiment bidon. Nous allons maintenant tester la distance. Et pour voir si un éternuement peut vraiment parcourir 9 mètres, M. Heinemann a semble-t-il quelques idées en tête. Quand Adam éternuera, nous allons tenter de découvrir la distance parcourue par les choses qui sortent de sa bouche. Pour ce faire, je vais ajouter cette boisson lyophilisée pour enfants, au goût de cerise, au tabac qu'il va inhaler. Du coup, quand il éternuera, on devrait voir des petites taches rouges sur cette jolie nappe blanche en papier. Cette fois-ci, l'éternuement de Adam devrait laisser une trace rouge bien voyante. À vos souhaits. Maintenant, vérifions la distance. Je ne vois pas de point rouge. Malheureusement, l'éternuement fruité de Adam n'a pas laissé de marque. Mais comme toujours, il y a une solution. Nous avons un nouveau plan. Plutôt que de sniffer des matières colorées, je vais de nouveau renifler du tabac à priser, mais juste avant mon éternuement, je me mettrai du colorant alimentaire dans la bouche. Ouais, ça devrait se voir. Adam inspire du tabac et prend une lampée de colorant alimentaire. Ah, on dirait qu'il y a eu un meurtre. Cette fois-ci, l'éternuement de Adam a été haut en couleur, au sens propre du terme. On a une trace ici, à plus de 5 mètres. C'est pas mal. Oui, c'est un peu plus de la moitié du chemin. Mais ça ne va pas plus loin. T'es sûr? Oui. Je pense qu'il faut réessayer. On mélange l'art moderne à la science. Adam ne peut pas se contenter d'un petit 5 mètres et décide donc de retenter sa chance, cette fois avec un bleu un peu moins sanguinolent. Joli. Tu fais de beaux dessins, mais tu devrais travailler la distance. D'accord, coach. Bon. Je bloque visiblement à 5 mètres. Tu veux voir si tu peux faire mieux? Adam a peiné pour atteindre 60% de la distance mythique. C'est maintenant au tour de Jamie d'apporter une contribution verte à cette œuvre d'art. Je crois que c'est fini. Ok. Va te nettoyer. Malheureusement, l'éternuement de Jamie n'a pas été bien loin et on ne peut s'empêcher de penser que sa moustache n'y est pas étrangère. Non, apparemment, Jamie n'a pas été plus loin qu'ici, à 4 mètres. Mon éternuement a atteint 4 mètres et celui d'Adam 5. Ce n'est certes pas les 9 mètres du mythe, mais c'est quand même une sacrée distance. Alors, qu'en est-il du mythe de l'éternuement? Selon le mythe, un éternuement peut parcourir 9 mètres. Mais les nôtres en sont loin. Ils se sont arrêtés à 5 mètres. C'est pas mal du tout, mais force est de constater que... C'est bidon. Oui. Maintenant, un mythe qui pourrait bien ressembler à une tempête dans un verre d'eau. Notre mythe suivant concerne les tornades et il nous vient du site de Fan. On t'écoute. Ok. Ce mythe dit que, lors d'une tornade, la vitre d'une fenêtre peut être soufflée si vite que si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment,
Elle peut vous couper la tête. Comme une guillotine volante? Exactement. C'est génial! Une vitre volante, une décapitation, c'est un vrai boulevard pour nous. Le boulevard des tornades. Lorsqu'une tornade approche, l'endroit le plus sûr, c'est une cave-refuge. Quand les vents dépassent les 300 km/h, des objets ordinaires peuvent rapidement se transformer en projectiles mortels. Mais une vitre en verre soufflée par un tel vent peut-elle réellement se transformer en guillotine? Ok, quel est le plan? Je pense que nous devons d'abord créer un faux cou humain. On pourrait prendre la colonne vertébrale d'un cochon, avec les muscles dessus, et qu'on recouvrirait ensuite avec sa propre peau pour que ça ressemble à un cou humain. Et après, on lui lancera du verre dessus. Il faut bien commencer quelque part. Cool. Oui, vous avez bien entendu. Ils vont commencer par envoyer du verre à la vitesse d'une tornade, ce qui est moins impossible que ça en a l'air. Si on vous parle de tornade, vous pensez probablement aux maisons qui s'envolent ou à une jeune fille du Kansas qui se fait aspirer avec son chien. Il s'agit dans ce cas d'une tornade de force 4, avec des vents pouvant atteindre les 350 km/h. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'une tornade peut être bien plus lente. En effet, une tornade de force 0 est associée à des vents d'environ 60 km/h. Et ça, c'est la vitesse à laquelle on peut lancer le verre à la main. Pour tester ce mythe de la façon la plus précise possible, nous avons besoin d'un faux cou humain, car nous ne pourrons pas utiliser un vrai cobaye. Voici une IRM représentant un cou humain. Comme vous pouvez le voir, il y a la peau, la trachée, les vertèbres, des muscles qui entourent le tout, et encore de la peau. En temps normal, pour fabriquer un cou humain, on prendrait juste la colonne vertébrale d'un cochon, que l'on recouvrirait de gel balistique. Mais cette fois-ci, nous allons rendre ce cou beaucoup plus réaliste. Elle va adorer ça. La scène qui va suivre est susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs et des cochons. Oh, t'es sérieux? C'est parfait, regarde. C'est la colonne vertébrale d'un cochon, avec la peau et les muscles intacts. C'est déjà presque un cou. C'est vrai, mais un peu de chirurgie s'impose. Tout d'abord, Tori enlève les côtes. Tu nettoieras la scie après, hein? Puis les vertèbres lombaires. Ah, voilà qui est mieux. Il coupe ensuite le gras, Tiens, Carrie, un cadeau pour toi. mais il garde la longueur. Car après tout, un cou plus long constitue une meilleure cible. Bien, le cou est prêt. Carrie s'occupe ensuite de la couche de peau extérieure. Burk. Ah! C'est pas vrai! Une fois la séance de couture terminée et le cou de 3,5 kg coiffé d'une fausse tête humaine, l'expérience peut commencer. Mais quel est le plan? Notre plan est très simple. À tour de rôle, nous allons lancer des carreaux de verre sur l'homme cochon. Voici justement l'un de ces carreaux. Il mesure 30 cm par 30, avec une épaisseur de 3 mm. Mais le plus important, c'est qu'il est conforme aux règles de construction pavillonnaire des régions de tornade. Et avec un bord aussi coupant, je ne serais pas étonné qu'on parvienne à trancher une tête en le lançant à la main. Encore faut-il pour cela atteindre la cible. Carrie s'y colle la première. Je ne sais pas comment Carrie va s'en sortir, mais pour l'avoir déjà vu lancer, je pense que l'endroit le plus sûr serait juste à côté de la tête. Désolé, Carrie. On peut dire que l'équipe aurait tendance à voir le verre à moitié vide. C'est parti! C'est complètement raté! Devant l'inefficacité de son revers, Carrie décide de changer de technique, sans davantage de résultats. Tu crois que je devrais commander d'autres carreaux? Ce n'est pas seulement un problème de précision, mais également de vitesse. Le meilleur lancer de Carrie n'atteint même pas la vitesse d'une tornade de force 0. Le nouveau lanceur de verre sera donc Grant. Ok, tous aux abris, Grant arrive. Ça aurait pu être pire. Ça va tout le monde? Pas de bobo? Si la précision s'est révélée catastrophique, la vitesse de 80 km/h a été plus qu'honorable. Donc, si Grant fait un petit effort de concentration,
Waouh, joli coup! Ouais, bien joué, mais pas assez pour couper une tête. Sur ce lancer, Grant a frisé le cou du lapin. Mais malgré une vitesse de 80 km/h, il était loin de la décapitation. Le dernier à tenter le coup de force sera donc Tori. Alors que sur son premier essai, ni la précision ni la vitesse n'ont pour l'instant été au rendez-vous. C'est parti. Superbe! Bravo! Quel lancer! Formidable! Tori a réussi le lancer parfait, mais le ralenti dévoile un résultat très imparfait. Regarde, t'as atteint 110 km/h. Et j'ai touché la cible de plein fouet. Mais regardez, le carreau s'est brisé en 1000 morceaux. Il y a eu la vitesse et la précision, mais pas de décapitation. La tornade de force 1 a percuté le coup de plein fouet, mais c'est le carreau qui en a fait les frais. Autrement dit, avec ce type de verre, la décapitation est impossible. Tous aux abris, car une bombe de mucus est sur le point d'exploser. Les sécrétions nasales. Un mythe prétend que quelqu'un qui est enrhumé répand ses sécrétions partout et qu'il est impossible d'y échapper. La première chose à faire, c'est de trouver un moyen de créer des sécrétions nasales que nous pourrons localiser. Et il nous faut aussi un contexte qui nous permette de les suivre à la trace. Bon, je vais donc aller parler à un spécialiste des sécrétions nasales. Très bonne idée. Selon ce mythe, si vous vous retrouvez à proximité d'une personne enrhumée, vous serez inévitablement contaminé par ses écoulements nasaux. Alors, la goutte au nez ne coule-t-elle vraiment que sur le porteur du virus ? Pour tester ce mythe, nous aurons besoin d'une petite fête entre amis, d'un faux nez qui coule et de fausses sécrétions nasales. Mais avant de commencer à répandre la morve, Jamie doit d'abord savoir à quel point un nez coulant peut couler. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, enchanté. De même. Heureusement, le docteur Andrea Young maîtrise parfaitement le sujet. Quel est le flux normal de sécrétion quand on est enrhumé? Pour ce qui est des sinus, la quantité de fluide que l'on peut sécréter et qui est donc susceptible de couler du nez se situe aux alentours de 60 cm3, soit 60 ml en 1 heure. Et comment ces 60 millilitres peuvent-ils transmettre leur chargement viral ? Les germes arrivent sur la main, qui est portée à la bouche, sur le nez ou sur les yeux. Et c'est par ces endroits qu'ils pénètrent dans votre organisme. C'est ce parcours que les Mythbusters vont expérimenter. Jamie sait dorénavant comment coule un nez. Maintenant que je connais le débit de fluide, je vais fabriquer un goutte-à-goutte nasal, afin de simuler un nez qui coule. Il faut qu'il soit compact, très précis et facile à cacher. Et voilà le résultat. Ça coule de source. Nous voulons voir jusqu'où pourraient aller mes sécrétions nasales si j'avais un rhume. Mais je n'ai pas de rhume. Jamie va donc m'équiper d'un système de goutte à goutte qui, une fois fixé sur mon visage, libérera progressivement un liquide fluorescent. Jamie a choisi une substance fluorescente non toxique qui, invisible à l'œil nu, devient orange sous la lumière noire. Pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination externe, il vérifie d'abord la table. Bien, cet endroit est propre et je ne vois pas de traces sur toi. Je pense qu'on peut commencer. Jamie installe le goutte-à-goutte nasal sur Adam qui va fabriquer une maquette. Bien, je commence l'assemblage à partir de maintenant. Bonne chance. Merci. N'oubliez pas que l'objectif consiste à vérifier si les écoulements artificiels de Adam vont se répandre un peu partout. Au bout d'1 heure de montage, collage et essuyage, 60 millilitres de fluide ont été déversés par le goutte-à-goutte. Ok, le temps est écoulé. On va voir où sont passées tes sécrétions nasales. D'accord. Voyons ça. Oh, bon sang, regarde ça. Regardez mon visage. C'est répugnant. Mon visage est recouvert, non? Oui.
La table, l'avion et Adam sont aussi lumineux que des spots de boîte de nuit. Et des traînées de morve, ou plutôt de teinture néon, apparaissent sur tout ce que Adam a touché. Nous avons mis en place une expérience destinée à suivre mes sécrétions nasales à la trace. Et je dois dire que c'est un vrai succès. Il y en a absolument partout. La table est recouverte de petites taches oranges. C'est le nom de mon groupe de rock. Taches oranges. Visiblement, la fausse morphe d'Adam s'est répandue partout. Et c'est fascinant car elle n'est sortie du dispositif qu'au compte-gouttes. Alors qu'est-ce que cela signifie en termes de transmission de rhume ou de grippe? Eh bien, pour le savoir, nous devons introduire d'autres personnes. Et c'est ce qui va suivre. Oui, nos Mythbusters vont maintenant pister les traces de morve en organisant une fête au nom de la science. Dans des circonstances météo idéales, une tornade peut-elle transformer une vitre en guillotine? Pour l'instant, pas vraiment. La décapitation nous pose des problèmes. Oui. Lancer un morceau de verre avec précision, même à vitesse réduite, s'avère très difficile. Et les carreaux finissent en miettes. Et ça va être encore plus dur en augmentant la vitesse, ce que nous devons impérativement faire. J'ai une idée. On pourrait placer notre homme cochon sur la piste, fixer une vitre en verre horizontalement sur un véhicule, rouler vers la tête, puis relâcher le verre avant qu'il n'atteigne le cou. Oui, et si on conduit très vite, par exemple à 130 km/h, et qu'on utilise un plus gros morceau de verre, la masse, associée à la vitesse, devrait générer un impact de près de 500 km/h. J'adore! Au boulot! Sur la piste de test d'Alameda, l'équipe décide donc de passer à la vitesse supérieure. Vous êtes prêts à découvrir si on peut créer une tornade? Allons-y! Comment une voiture roulant à 130 km/h peut-elle s'apparenter à une tornade de 500 km/h? Ce qui va nous aider, c'est l'énergie cinétique. On ne peut pas égaler la vitesse d'une tornade de force 5, mais on peut simuler l'énergie cinétique d'un plus petit morceau de verre volant à cette vitesse grâce à une grosse vitre comme celle-ci, avec une masse plus élevée. À 130 km/h, cette vitre aura donc la même énergie cinétique qu'un petit morceau de verre volant à 450 km/h. J'appelle ça la vitesse de tornade extrême. J'ai construit cette structure en acier que nous avons fixée au pick-up. À l'extrémité de la structure se trouve une plaque en verre retenue subtilement par ces blocs de polystyrène. Quand nous atteindrons l'homme cochon, le polystyrène se rompra et le verre agira comme s'il volait dans l'air. Je vais donc devoir conduire très vite vers notre mannequin. Et quand ce panneau de verre atteindra l'homme cochon, il se désolidarisera du véhicule et décapitera peut-être le mannequin, confirmant ainsi notre mythe. Et quand on parle du cochon... Alors les gars, ça va? Hé, réveille-toi, réveille-toi! Qui veut de la marchandise de première qualité? Pas cher, pas cher. On en voit le coup. Bon sang de bonsoir, mate un peu la tornade. Après une séance de marquage au sol et une brève mais intense cérémonie de baptême pour le pick-up, Déca-pick-up. l'opération peut commencer. Nous sommes prêts à commencer l'expérience. Notre abominable homme cochon est en place. Tori va conduire le véhicule avec un grand panneau de verre de 60 par 120 fixé sur le côté. Grant et moi, on surveillera les résultats à bonne distance afin de voir si une grande vitesse et une énorme vitre en verre peuvent suffire à décapiter notre homme cochon. Ok, Tori Bellecci. Tu es prêt? En position et paré pour le départ. Prête? Prête? Bien. Homme cochon contre gros morceau de verre. À 3, 2, 1. Pour ne pas faire glisser le panneau de verre, Tori accélère progressivement pour atteindre les 130 km/h. Le voilà. Voilà la tornade. C'est ce que j'allais dire. Voici le moment où je me sens obligée de crier « Stop !» Waouh! Alors là, il n'y a pas eu la moindre hésitation. C'est ignoble. Il n'y a eu aucune résistance. La tête s'est décollée toute seule. Ouais, allons voir ça. C'est fou, j'ai entendu un bruit sourd. Et quand j'ai de nouveau regardé, la tête était par terre. Ça a marché. Ouais. Mission accomplie. La décapitation par panneau de verre a été obtenue dès le premier essai. Mais dans Mythbusters, le premier essai n'est jamais le dernier.
Ce résultat ne me surprend pas vraiment, car la quantité d'énergie contenue dans ce panneau à une telle vitesse équivaut à une formidable tornade avec des vents dépassant les 450 km/h. Le truc, c'est que ce genre de tornade est plutôt rare. Nous allons donc maintenant réduire la vitesse et retenter cette expérience en simulant cette fois-ci une tornade plus standard. On verra ce que ça donne. Nos Mythbusters vont reproduire le test, cette fois-ci à une vitesse de 64 km/h. Grâce à la magie des mathématiques, nous savons qu'en utilisant un verre plus lourd, nous obtenons la même énergie qu'un objet plus petit, ce qui permet de créer une tornade de force 2. Mais cela sera-t-il suffisant? Pour le savoir, le cousin de notre homme cochon se retrouve à son tour sous les feux de la rampe. Prête? Prête? Tori Bellecci, es-tu prêt à rouler à 64 km/h? Je suis en position, paré pour le départ. Ok, homme cochon contre gros panneau de verre à 64 km/h. À toi de jouer. Tornade! Tornade! Oui, attention, homme cochon, une tempête approche. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, regarde-moi cette traînée destructrice. On a eu à la fois la décapitation et le verre brisé. À première vue, le mythe semble confirmé puisque la tête du mannequin s'est désolidarisée du coup. Mais les images grande vitesse montrent autre chose. Apparemment, le verre n'a pas été libéré et l'énergie du véhicule pourrait donc avoir faussé le résultat. Pour cette équipe de perfectionnistes, c'est tout simplement inacceptable. Si votre voisin a la goutte au nez, ces écoulements peuvent-ils vous atteindre sans contact direct? Pour le savoir, les Mythbusters organisent une petite fête. Bientôt, je vais avoir ici 6 invités, ou plutôt 6 cobayes, qui vont passer un moment agréable avec moi dans des conditions de test. Ces conditions sont les suivantes. 3 de mes invités vont agir comme des germaphobes, et les 3 autres ne sauront pas ce qui se passe. Je vais répandre mes sécrétions nasales un peu partout lors d'une petite soirée entre amis des plus ordinaires. Gâteaux, boissons, jeux, etc. Au terme de cette petite sauterie, nous allumerons le spot ultraviolet pour voir où sont allées mes sécrétions. Maintenant, si vous le permettez, je vais me faire maquiller. Pour que les invités cobayes ne voient pas ce qui est testé, Danny, un professionnel des effets spéciaux, mène Adam par le bout du nez. Ah, c'est un peu gênant, mais c'est gérable. Rien à voir avec le sparadrap. Pendant ce temps-là, Jamie prépare nos 3 invités germaphobes. Bienvenue à notre fête. Merci. Voilà ce qui va se passer. Adam est enrhumé. Et votre mission va consister à ne pas attraper ce rhume. Vous devez rester ici et éviter de vous faire contaminer. Ok, ça me va. Berk. Carrie, Tori et Grant vont tout faire pour ne pas être en contact avec les écoulements nasaux de leur hôte. En revanche, le groupe test, composé des 3 autres invités, ignore totalement qu'Adam a la goutte au nez. Bonjour. Lia. Bonjour Lia. Pearl, Bonjour, enchanté. Adam s'est essuyé juste avant de serrer la main de ses invités. La substance se répand partout. Pendant que Jamie piste la contamination, le goutte à goutte de Adam va libérer le fluide au même rythme qu'un nez humain, 60 ml par heure. Asseyez-vous, on va bien s'amuser. Vous êtes prêts? ça oui. Désolé, je suis un peu enrhumé, mais ça va être sympa quand même. On va grignoter quelques biscuits, jouer à quelques jeux et boire. Non pas du champagne, mais du pétillant. Pour rappel, le but du jeu est de voir si Adam va transmettre sa fausse morve à ses invités pendant une petite soirée tout à fait normale. Merci beaucoup. Merci de participer à ma petite expérience. J'apprécie. Comme le ferait n'importe quel hôte enrhumé, Adam utilise un mouchoir. Ok les amis. Grosse part ou petite part? Mais bien vite, il apparaît que la main qu'il utilise pour s'essuyer le nez est également celle qui transmet les sécrétions à ses invités. Il y a beaucoup de contacts en ce moment. Adam manipule les assiettes, les fourchettes qui passent de main en main. Voilà monsieur. Normalement, tous ces contacts ont laissé des traces.
Si notre trio de germaphobes surveille attentivement tout ce que touche Adam, les autres invités n'ont aucune idée de ce qui se trame. Là, on voit qu'en versant la boisson, il touche les invités sur l'épaule, laissant à chaque fois une nouvelle trace sur eux. Les fêtes façon Mythbusters sont toujours réussies. Mais même si tout le monde s'amuse en jouant aux dés, C'est nul. toutes les bonnes choses ont une fin. Merci encore. Tori. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bien entendu, Adam n'a toujours rien dit aux 3 cobayes innocents. Le moment est donc venu de leur dévoiler le but de l'opération. Pendant cette fête, j'étais équipé d'un simulateur de goutte au nez. Un petit tube placé le long du nez et qui déversait des gouttelettes de fluide fluorescent. Le but était de voir jusqu'où peuvent aller nos sécrétions nasales en cas de rhume et qui peut être contaminé. Pour vous donner une idée de la quantité de morph que j'ai sur moi, normalement, ma peau n'est pas censée être fluorescente sous la lumière noire. Vous êtes prêts? Adam ressemble certes à un clown radioactif, mais jusqu'où ces écoulements radioactifs rouges se sont-ils propagés? Commençons par les cobayes innocents. Lia, place tes mains dans la lumière. Super. Ils portent tous les marques flagrantes de la contamination. Mais qu'en est-il de notre trio de germaphobes? Malgré leurs efforts, Grant et Tori n'ont pas échappé au fluide fluorescent. Grant, montre-nous tes mains. Je t'ai serré la main. Tori. Oh, Tori. T'en as là. Tori porte même des traces sur le visage. Pour Carrie, en revanche, les résultats sont totalement différents. Je l'avoue, je suis vraiment germaphobe. Ce test n'a donc pas été très dur pour moi. Et je ne suis pas surprise de l'avoir aussi bien réussi. Waouh! Incroyable. Alors, combien d'entre nous ont été contaminés? Je dirais que 5 invités sur 6 ont été exposés à mes mucosités en l'espace de 30 petites minutes. Et un seul est resté immaculé. Même si je savais que le rhume d'Adam était faux, j'étais un peu dégoûtée par cette expérience. Donc, j'ai utilisé mes techniques habituelles pour ne pas tomber malade. J'ai évité tout ce qu'il avait touché et tout ce qu'il m'a donné, je l'ai nettoyé avec ma serviette. Carrie, la maniaque de l'hygiène, a réussi à échapper au virus. Mais pour ses 2 compères, les conventions sociales ont rendu la tâche plus difficile. Il s'est montré très attentionné. Il a rempli mon verre, m'a donné des bretzels. Au début, j'ai essayé de rester poli tout en évitant les objets qu'il touchait. Mais au bout d'un moment, ça devient impossible. À la fin du repas, quand on se disait au revoir, Adam m'a tendu la main. Et par réflexe, j'ai répondu à son appel. C'est vrai, si quelqu'un vous tend la main, vous êtes obligé de la serrer. Et c'est là qu'il m'a eu. Avec 5 invités infectés sur 6 et une table maculée de traces fluorescentes, qu'en est-il de notre mythe? Je trouve ça impressionnant que les virus choisissent l'endroit du corps humain qui est non seulement capable de produire beaucoup de fluide, mais qui est aussi une zone que la main a tendance à essuyer, favorisant ainsi la propagation rapide des germes. Regardez autour de moi. Regardez comment mes sécrétions se sont répandues sur cette table. La prochaine fois que vous aurez un rhume, vous saurez qu'un nez qui coule n'est jamais inoffensif. Vous le saurez en effet, mais cette saga nasale n'en est pas terminée pour autant. Si vous voyez un jour une tornade, il y a fort à parier qu'elle fera bien plus que vous chatouiller les nerfs. Pour simuler une tornade, nous avons d'abord lancé des carreaux de verre à la main, mais sans obtenir de décapitation. Puis, nous avons utilisé un énorme panneau de verre fixé à un véhicule lancé à pleine vitesse. Nous avons alors obtenu une décapitation, mais nous pensons que la vitesse du véhicule s'est ajoutée à l'énergie cinétique, faussant ainsi le résultat de ce mythe. Nous voulons donc maintenant des conditions réalistes, avec un petit morceau de verre volant à la vitesse d'une tornade modérée, afin de savoir si cela suffit pour obtenir une décapitation. Comment allons-nous procéder pour faire accélérer très rapidement un morceau de verre? Eh bien, pour commencer, nous allons retourner des roues pivotantes comme ceci, afin d'obtenir une surface à frottement réduit sur laquelle le carreau glissera. Un peu comme un tapis roulant, mais avec du verre potentiellement mortel dessus. Au bout de ce tapis, 2 roues sont fixées à un essieu, lui-même relié à un moteur électrique. Oui, ça devrait le faire.
Ça va tourner très, très vite. Ensuite, une deuxième paire de roues est placée au-dessus de la première afin de former une sorte de sandwich. Ça va être génial. Quand la plaque en verre arrivera, les roues vont l'attraper et l'envoyer à la vitesse d'une tornade. On espère que cette machine va nous aider, autant au niveau de la vitesse que de la précision. Mais comme la plupart des inventions intimidantes de Grant, pour savoir vraiment ce qu'elle peut faire, nous devons procéder à des essais. Nous allons donc envoyer quelques carreaux de verre pour voir à quelle vitesse ils vont et s'ils partent dans la bonne direction. Ces carreaux sont 2 fois plus épais et 2 fois plus lourds que ceux utilisés lors de la toute première expérience. Bien, test de calibrage. Puissance maxi. Oui, puissance maxi. Voyons à quelle vitesse ce carreau peut voler. Allons-y. Prêt? Ouais. Puissance maxi. Et go! Cool. Peut-être trop de puissance. Au lieu de lancer le carreau de verre, la machine en a fait de la bouillie. Mince. C'était géant. Après un petit réglage rapide, le deuxième test peut commencer. 3, 2, 1. Allez, vas-y, vas-y. Ouais! Démon. Bien, allons voir à quelle vitesse il est parti. C'est flippant. Ouais, ça a marché, mais je suis terrifiée. La machine a parfaitement fonctionné, propulsant le carreau de verre à 112 km/h. Il est donc temps pour l'homme cochon d'entrer en scène. Relève la tête, mec. C'est important pour ce test. Après plusieurs tests sur la machine coupeuse de tête, nous avons une vitesse de 112 km/h et une trajectoire parfaitement droite. Nous allons maintenant voir si ça suffit pour décapiter l'homme cochon. Allez, décapitation par tornade et carreau de verre de 6 mm. L'homme cochon est en position. Le moteur est à pleine puissance. Prêt pour la vitesse de tornade. Je commence à choper le coup. Ok. Vitesse tornade à 3, 2, 1. Vas-y, lance. Attends. D'un coup d'un seul, la tête de notre homme cochon s'est fait la belle. Mais tout n'est pas si rose. Je sais ce que vous vous dites. Ça a marché. On l'a décapité avec un morceau de verre. Mais en fait, en regardant le ralenti, on voit que le carreau a atteint le mannequin ici, au niveau de la bouche, ce qui lui a arraché la tête. Il n'y a pas eu de sectionnement de peau, de muscles ou d'os. Ce n'était pas une décapitation. Et nous allons donc devoir recommencer avec une nouvelle tête. Homme cochon en position. Vous êtes prêts? Prêt. Ok, envoie la sauce. Vas-y, lance. Cette fois-ci, l'homme cochon a été mis à terre, mais sans décapitation. Pour l'instant, la machine a échoué lors de ces 2 tentatives. Et les essais suivants ne sont guère plus concluants. C'est tellement rapide que je ne sais même pas où il est allé. Les ratés s'enchaînent. Bon sang. Je me demande si on peut vraiment décapiter un homme avec du verre. Moi aussi. Alors qu'arrive l'ultime homme cochon, c'est le lancer de la dernière chance. Tu es prêt à te faire découper la tête? Prête? Ouais. Prêt? Ouais, vas-y. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Je crois qu'on a eu notre décapitation. Sans contestation possible. Ça y est, on a confirmé ce mythe. On a décapité l'homme cochon. C'est fou de penser qu'un petit morceau de verre léger comme tout, volant à seulement 112 km/h, soit la vitesse d'une tornade moyenne, peut vous trancher la tête. Ça suffit pour couper des os, de la chair et de la peau. C'est peut-être flippant, mais c'est confirmé. C'est une conclusion parfaite. Nous avons un morceau de verre volant tout seul comme un grand, à la vitesse d'une tornade légère et qui décapite notre mannequin de façon nette et sans bavure. Ce mythe est donc totalement confirmé. Oui, tout ceci démontre le danger que représentent les débris volants lors d'une tornade. Pour ne pas perdre la tête, il est donc conseillé de se cacher dans une cave refuge. Adam et Jamie ont prouvé qu'un nez qui coule peut vous atteindre à distance.
Qu'avons-nous appris grâce à ce test? Nous avons appris que si vous êtes situé à proximité d'une personne infectée et que vous ne faites pas d'efforts pour éviter ces germes, ces derniers vous atteindront. Pour nos germaphobes, la situation n'a pas été beaucoup plus enviable. 2 sur 3 ont été atteints par le fluide. Où cela nous mène-t-il? Eh bien, on s'est demandé ce qui se passerait si la personne contaminée agissait de manière plus responsable et qu'elle essayait de ne pas infecter les autres. C'est ce que nous allons tester maintenant. On a dressé une table toute propre que je n'ai pas touchée. On va de nouveau m'équiper du goutte à goutte, qui diffusera la même quantité de fluide. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'empêcher mes microbes de se répandre sur la table et sur mes invités. On va voir si j'y arrive. Les Mythbusters reproduisent donc le test des sécrétions nasales. Bonjour. 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 Content de vous voir. Mais avec 2 grandes différences. Primo, Adam va tout faire pour ne pas disperser sa pseudo-morve. Et secondo, les 3 cobayes innocents ne seront pas les mêmes. Désolé, je suis un peu enrhumé, mais ça va être sympa quand même. Avec le coude. Bonjour. Bonjour, enchanté. Ce changement de comportement suffira-t-il à réduire leur risque de contamination? Il ne serre pas la main de ses invités, mais le coude. Conscient que son nez coule toujours à 60 ml par heure, Adam s'efforce de limiter les contacts directs avec ses invités. Ça va être très dur pour Adam. Il sait qu'il doit réduire la propagation des germes, mais il va avoir beaucoup de mal. Tori, peux-tu me faire le plaisir de donner une feuille à tout le monde? Et Dana, pourrais-tu faire passer ces stylos sur ta droite, s'il te plaît? Nous allons jouer au jeu du baccalauréat. Adam ne se contente pas d'éviter les contacts directs avec ses invités. Il sollicite ces derniers afin d'éviter aussi les contacts indirects. Dana, tu veux bien distribuer les verres, s'il te plaît? Pour le moment, il s'en sort très bien, car la seule chose à être passée de main en main, c'est le bloc de feuilles. La transmission des verres, des bouteilles, et même le salut initial, rien de tout ça n'a entraîné de contact. Et une fois de plus, les 30 minutes passent à toute vitesse, jusqu'à ce que le videur vienne faire le ménage. Bien, tout le monde a eu du gâteau, de la boisson, vous avez bien joué. La fête est réussie, mais elle est maintenant terminée. Quand Jamie dit d'arrêter, on obéit. C'était sympa. C'est fini. Papa est rentré, on doit partir. Bien, c'était chouette de vous voir. Jasmine, avec le coude. Excellent. Les adieux au coude à coude sont certes peu conventionnels, mais ils empêchent Adam de transmettre ses sécrétions à ses invités. J'adore ça. Doucement. Alors, Adam a-t-il réussi à garder son flux de mucosité pour lui tout seul? Dis au revoir. Au revoir. Ok, montrez-moi vos mains. Tu es propre. Toi aussi. Le résultat est dévoilé au grand jour par la lampe néon. Propre. Propre. Et propre. Bravo, Adam. Étonnamment et contrairement au test précédent, Adam n'a contaminé aucun invité. Lors du premier test, Adam a touché tous les objets présents sur la table et par conséquent, tout le monde est tombé malade, sauf Carrie. Lors du second test, il a clairement changé d'attitude, évitant de toucher les objets. Et grâce à ses efforts, personne n'a été contaminé. J'ai trouvé cette expérience passionnante. En changeant simplement de comportement, vous pouvez empêcher vos invités de tomber malades. Récapitulons le mythe selon lequel les personnes enrhumées répandent leurs sécrétions nasales partout. Confirmé. Une personne dans l'ignorance peut-elle éviter ces sécrétions? Ce n'est pas impossible, mais très difficile. Quelles conclusions en tirons-nous sur la meilleure façon d'empêcher un virus de se propager? Celui qui est malade doit agir de façon responsable. Exactement. C'était un communiqué d'intérêt public de la part des Mythbusters, Jamie et Adam.